Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième journée de formation sur l'art du pitch. On est au matin de la deuxième journée. J'espère que vous avez passé une bonne première journée en notre compagnie. Ce qu'on a vu hier, c'était la méthode des 5 W pour construire son pitch avec le why, le what, le who, le when et le where, plus deux effets waouh avant et après. L'après-midi d'hier, on a vu une boîte à outils de l'orateur qui vous permet d'avoir une sorte de table de mixage pour trouver votre congruence entre ce que vous voulez dire et la manière dont vous le représentez, ainsi que vos émotions. On a vu les canaux de la communication, on a vu les appuis et la respiration, on a vu les paraverbales et les émotions, on a vu le langage corporel, on a vu le regard. Donc voilà, donc ça vous fait une très grande boîte à outils dans laquelle piocher pour améliorer votre posture d'orateur. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le storytelling pour ce matin. Et on verra comment cet outil vous permet de créer du liant, créer de la fluidité, créer de la connexion, capter l'attention de vos spectateurs en racontant une histoire. Durant la matinée également, on va visionner différents pitchs pour voir un peu tout le panel de styles qui est possible. Et on verra d'autres modalités de pitch pour élargir et ouvrir sur d'autres types de structures. Et cet après-midi, on va se concentrer sur la pratique et on aura un petit focus sur le support du pitch. Donc, voilà notre programme pour la journée. Donc, on commence tout de suite avec la session du matin sur le storytelling. C'est parti. Alors, booster son pitch avec le storytelling. Quels sont les objectifs de cette matinée? D'abord, on va essayer de découvrir ce qu'on appelle le schéma narratif, c'est-à-dire la structuration des histoires selon un schéma qui fonctionne depuis la nuit des temps. Et comment ça va nous permettre de raconter une belle histoire. On va chercher à trouver l'équilibre entre l'illustration et, on va dire, les actions. Ce sont deux termes narratifs, les détails et le contenu, les actions concrètes de notre histoire. Ce qui va vous permettre de trouver un bon équilibre dans vos présentations entre donner trop d'informations, de faits et raconter une histoire. On va s'intéresser au choix des formulations. On va se concentrer sur notre discours et le fluidifier. Et on va apprendre à susciter des émotions et à mélanger le rationnel et l'émotionnel, enfin à trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on veut raconter une histoire? Alors, d'une part, parce que, pour faire simple, on pourrait dire que l'histoire, la narration est le médium, un des médias les plus pertinents, les plus efficaces pour transmettre de l'information d'un être humain à un autre, d'une génération à une autre, d'un groupe à un autre. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui est très profondément ancré en nous. La structure même des histoires est quelque chose que notre cerveau appréhende très naturellement. Donc, en comprenant comment fonctionnent les histoires, on comprend comment on peut transmettre de l'information efficacement. Il y a un deuxième mécanisme qui est très intéressant, c'est le mécanisme d'identification. Donc, on sait qu'à travers les neurones miroirs, par exemple, quand quelqu'un va au théâtre, il est très fréquent qu'un processus d'identification se déclenche où, en fait, ce que vit la personne sur scène, on va le ressentir nous-mêmes en tant que spectateur. C'est la même chose dans une histoire qui est racontée ou dans un pitch avec l'orateur. Il y a un processus d'identification. Ce processus d'identification, il nécessite d'identifier qui est le héros de l'histoire. Et quand vous maîtrisez les histoires, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir de placer le héros de votre histoire à l'endroit que vous voulez. Vous pouvez faire de votre client, de votre interlocuteur, votre héros, ou vous pouvez vous placer dans le rôle du héros, ou vous pouvez placer votre solution dans le rôle du héros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en maîtrisant les histoires, je peux
me placer dans différentes postures dans l'interaction que je vais avoir avec mon interlocuteur. Et ça peut avoir un impact plus ou moins grand. Il y a un ancrage très profond à travers toute la mythologie, les récits bibliques, l'histoire des pays, les récits nationaux, les récits, l'histoire d'une entreprise, l'histoire de famille, etc. Ce sont autant d'occurrences de la narration et de la force du récit dans l'histoire de l'humanité. Et il y a aussi un autre type d'histoire qu'on utilise au quotidien, c'est les blagues. À chaque fois qu'on raconte une blague, eh bien, c'est une petite histoire. Donc ce sont des choses en général que vous avez déjà en vous, sans les avoir forcément conscientisées. Et donc tout notre processus aujourd'hui, ça va être de conscientiser les mécanismes narratifs. Alors, si on devait résumer ce qu'est une histoire, dans sa structure la plus simple, on va dire que c'est un héros qui a un objectif, qui veut aller d'un point A à un point B. Tout le reste, ce sont des péripéties, mais dans sa manière la plus, comment dire, dans sa définition la plus essentielle, on va dire, j'ai un héros, j'ai un objectif. Ça va vous permettre, si jamais vous vous sentez dépassé par votre pitch, vous pouvez simplement dire qui est le héros de mon pitch, quel est son objectif. Ça vous permet d'aller dans une forme de simplicité. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ceci, Pixar. Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous voyez le lien entre Pixar et le pitch? Je vous laisse un instant. Alors, pour ceux qui connaissent Pixar, ceux qui apprécient les films de Pixar, on va dire que ce sont des films qui déjà font usage d'images de synthèse, parce que c'est un studio d'animation en images de synthèse, très connu. Mais il y a une grande force chez Pixar, c'est la narration. Ils ont des techniques narratives très cadrées. Il y a souvent un scénariste, mais il y a aussi un directeur de la narration, un directeur du storytelling sur tous les films de Pixar. À tel point que on a nommé un pitch, le pitch Pixar, parce qu'il utilise les techniques narratives de Pixar. C'est un moyen de présenter un film à la manière de Pixar. Je vais le détailler dans un instant. Mais le pitch Pixar, il s'applique évidemment au scénario, mais il s'applique également en fait, à tout produit que vous pourriez vendre. Donc, on va le faire pour un film de Pixar et ensuite on l'appliquera à un pitch, à un sujet de votre choix. Alors, si on regarde par exemple l'intrigue du film Le Monde de Nemo, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape qu'on appelle « Il était une fois ». Il était une fois un poisson veuf nommé Marin qui est extrêmement protecteur vis-à-vis de son unique fils, Nemo. Chaque jour, Marin prévient Nemo des dangers de l'océan et le supplie de ne pas s'éloigner. Un jour, en signe de défi, Nemo ignore les avertissements de son père et nage vers le large. À cause de ça, il est capturé par un plongeur et finit dans l'aquarium d'un dentiste à Sydney. À cause de ça, Marin se met en route pour retrouver Nemo et sollicite l'aide des autres créatures marines tout au long du chemin. Jusqu'à ce que finalement, Marin et Nemo se retrouvent, ressoudent les liens familiaux et apprennent que l'amour repose sur la confiance. Magnifique, non? Bien, si vous regardez les films de Pixar, et même par extension presque n'importe quel film, il est possible de le réduire à ces 6 étapes fondamentales. En réalité, il y en a 5. Il y a « Il était une fois »,« chaque jour »,« un jour »,« à cause de ça » et « jusqu'à ce que finalement ». Parce qu'à cause de ça, on peut le répéter à l'infini. Il y a plein de péripéties qu'on n'a pas évoquées dans cette étape, mais on pourrait le faire en faisant des itérations de l'étape à cause de cela. Alors, on pourrait faire la même chose avec un produit ou un client. Prenons un exemple. Il était une fois un papa et une maman qui avaient une petite fille. Chaque jour, la maman réalisait une lessive et la petite fille la regardait et se disait qu'elle devait aller réaliser des lessives à son tour. Mais un jour, le papa
décida de prendre sa part. À cause de cela, il prit sa lessive Ariel, car Ariel était une lessive qui défendait ses valeurs, jusqu'à ce que finalement, la maman put libérer son temps et la petite fille eut comme modèle une maman et un papa qui partageaient les tâches. Donc là, par exemple, j'ai pris le produit du pitch d'hier sur la lessive Ariel et je l'ai placé, pas dans le rôle de héros, je l'ai placé dans le rôle qu'on pourrait appeler le rôle d'adjudant, le rôle d'un intervenant extérieur qui amène une solution au héros. Et le héros, c'est qui? Le héros, c'est le client, c'est la personne qui va utiliser la lessive. Donc, l'histoire, elle vous permet de placer votre produit ou de placer votre solution, votre what, au bon endroit. Mais le why, ça reste le voyage du héros et votre héros, c'est votre cible. Donc, il faut se placer cet exercice, à nouveau, vous oblige à partir de votre cible et à vous poser des questions sur quel est son besoin, quelles sont ses envies, qui est-il, que fait-il, etc. On reste vraiment dans une logique très cohérente de chercher du sens et de donner du sens à travers son pitch. Donc, si je résume, la colonne vertébrale de l'histoire, c'est l'outil c'est comme cela qu'on l'appelle, le story spine en anglais, la colonne vertébrale de l'histoire, peut se résumer en 5 phrases. Il était une fois, tous les jours, mais un jour, à cause de cela, depuis ce jour. Donc ça, ce sont nos 5 étapes essentielles pour raconter une histoire. On va les détailler une à une. Il était une fois, c'est ce qu'on appelle l'exposition. C'est le début, c'est la situation de base. Dans cette partie, on donne les informations pertinentes pour comprendre qui est le héros, quel est son contexte, quel est son environnement, qu'est-ce qu'il fait, etc. L'étape de tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'étape de la routine. C'est le quotidien du héros, c'est le monde normal, c'est le monde de base, c'est la situation de base expliquée dans une récurrence qui donne les éléments récurrents, les éléments habituels de la vie du héros ou de l'héroïne, les éléments routiniers. Ça sert à établir une stabilité qui va ensuite être perturbée par l'élément perturbateur. On arrive à mais un jour. Mais un jour, il se passe quelque chose qui vient perturber cette routine, c'est l'élément perturbateur. Alors, l'élément perturbateur, ça peut être quelque chose qui est dans une forme d'opposition. Donc, c'est une résistance, c'est un obstacle. Ou ça peut être quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, c'est une aide qui débloque quelque chose, c'est une révélation, c'est un secret qui est révélé. Ça peut être une rencontre, ça peut être une prise de conscience, ça peut être plein de choses. Et à vous de voir si vous voulez introduire vous votre solution à cette étape-là. C'est possible. Tous les jours, il se sentait limité dans sa vie parce qu'il ne pouvait pas... si on reprend le pitch de la thèse d'hier, parce qu'il avait une grande douleur. Mais un jour, je pris la décision d'étudier ces sujets. Voilà. Donc, je me place comme élément déclencheur positif. C'est aussi une possibilité. Donc, ça va dépendre de quel rythme vous voulez donner à votre récit. Si vous voulez aller vite, si vous voulez passer beaucoup de temps sur l'exposition, ce qui est très bien aussi parce que plus on passe de temps dans la première partie, et plus on va générer une attente sur la deuxième. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le payback. En gros, on investit du temps dans une histoire et on en récupère les fruits par on crée une tension émotionnelle qu'on relâche après en apportant la solution. Donc, c'est vraiment, plus vous passez de temps sur la première partie, plus le relâchement de la tension de la deuxième partie va être intense.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe exactement avec les effets waouh. On crée un effet waouh au début et on arrive à la fin, on débloque la promesse qui a été faite au début de l'histoire. Il y a un effet assez connu là-dessus. Je vais essayer de le retrouver. Quand on donne et on retient une information, j'essaierai de retrouver le nom de cet effet. Mais on sait qu'on retient beaucoup mieux une information si on ne vous l'a pas donnée complètement et qu'on vous donne la solution plus tard. Alors, je vais me le noter pour le rechercher pour la session de cet après-midi. Ensuite, on arrive à la suite qui est la causalité. Une fois qu'on a eu notre première interruption de routine, on va rentrer dans ce qu'on appelle les montagnes russes, les péripéties, les causes et les conséquences. Et cela se manifeste par la phrase « à cause de cela ». Alors, on peut également utiliser la phrase « grâce à cela » pour avoir des conséquences positives. Et ça, c'est une phase qui est itérative. On peut vraiment faire beaucoup d'étapes dans cette étape-là. Et enfin, on arrive à une dernière conséquence qui amène une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre dans le monde. Et cette conséquence-là, c'est la dernière, et c'est la conséquence finale, c'est la conclusion. Et on l'introduit par la phrase « depuis ce jour ». Sous-entendu, depuis ce jour, il y a une nouvelle routine qui s'établit. Alors, ce qui est intéressant avec cette nouvelle routine, c'est que si on regarde bien, bah, c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est le début, c'est un nouveau « il était une fois ». C'est une nouvelle stabilité. Donc, voilà notre colonne vertébrale des histoires. Le challenge qu'on va vous proposer, ça va être de faire un pitch en utilisant… non, pour l'instant, on ne va pas faire de pitch. On va simplement s'entraîner à utiliser ces étapes en racontant des histoires. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, ça va être de raconter l'histoire à propos d'un tigre, par exemple. On va prendre un tigre. Donc là, on fait des histoires un peu imaginaires simplement pour s'entraîner à mobiliser les 5 fonctions narratives. Vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de raconter l'histoire d'un tigre avec qui était une fois, tous les jours, mais un jour à cause de ça, grâce à ça, depuis ce jour. Je vais le faire. Donc, il était une fois un tigre au pelage orange. Tous les jours, il lissait son poil en allant se frotter sur un arbre qui avait des petites épines et qui fonctionnait comme une brosse. Mais un jour, l'arbre fut fendu en deux par un chasseur. À cause de cela, le tigre n'avait plus un pelage très soyeux. À cause de cela, les autres animaux commençaient à moins le craindre. À cause de cela, il s'approcha du village des humains. À cause de cela, il vit une petite fille qui brossait ses cheveux. À cause de cela, il se fit tout doux et s'approcha d'elle doucement. Grâce à cela, la petite fille le prit pour un gros chat, car c'était un enfant. À cause de cela, elle commença à le brosser. Depuis ce jour, le tigre est apprivoisé par les habitants du village qui le coiffent, en échange de quoi le tigre choisit de laisser le village tranquille, etc. etc. Donc ça, c'est une petite histoire un peu imaginaire. Donc n'hésitez pas à en raconter pour vous entraîner à ça. Maintenant, faisons la même chose avec… mettons notre client en rôle du héros et qu'est-ce qu'on va pitcher? On va pitcher eh bien une voiture, tout simplement. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Martin et qui venait de finir ses études. Tous les jours, il prenait le métro et les transports en commun. Et il était très ennuyé car ses entretiens étaient dans toutes les zones de la France. Mais un jour, il vit
la dernière voiture de PSA. Grâce à cela, il tomba amoureux. Grâce à cela, il l'acheta. Et grâce à cela, il put se rendre à tous ses entretiens et décrocha son premier poste. Voilà, ça c'est je mets le client en héros. Si je mets notre solution en héros, c'est aussi une possibilité. On peut se positionner en héros. Il était une fois une entreprise productrice de voitures. Tous les jours, nous créions des voitures. Mais un jour, nous rendîmes compte que le réchauffement climatique était un énorme problème. Grâce à cela, nous avons commencé à développer une gamme de produits et à intégrer les notions du développement durable à toutes les étapes de notre production. Depuis ce jour, nous faisons des efforts pour mieux honorer les engagements pris auprès de nos parties prenantes, etc. etc. Donc, c'est toujours possible d'inverser les fonctions narratives et de placer le héros à un endroit qui vous arrange, ou même dans le cadre d'un exercice mental de stratégie et de réflexion. Cette gymnastique-là, elle vous permet de vous poser des bonnes questions. C'est-à-dire, qui est le héros et à quel besoin je réponds, à comment moi je me situe dans l'histoire de mon héros. Est-ce que mon héros c'est mon client? Est-ce que mon héros c'est ma solution? Et en faisant ça, je me rends compte de problèmes auxquels que je n'avais pas envisagé, grâce simplement à la structure narrative. Par exemple, je ne savais pas que j'allais dire que notre solution apportait des solutions aussi à la recherche d'emploi. Ce n'était pas quelque chose qui m'était venu immédiatement. Mais comme j'avais défini mon héros en tant qu'étudiant, eh bien, c'est quelque chose qui en est sorti. Donc, l'outil storytelling est aussi un outil, on va dire, de brainstorming et de créativité et même de décision parfois. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser très régulièrement pour vous familiariser avec. Du coup, ce que je vous propose par rapport à cet outil, c'est par vous-même d'essayer de raconter 2-3 histoires en utilisant l'outil. Allez-y, prenez un petit temps pour faire ça. Alors, très bien. Je vous propose de continuer. On va voir un deuxième outil narratif qu'on appelle l'équilibre du récit. Dans cet outil, en gros, ce qu'on vous propose, c'est d'envisager l'histoire comme une alternance entre 3 pôles. Les 3 pôles sont les actions, ce qui se passe concrètement, les détails, les faits, les observations, les couleurs, les formes, les chiffres, etc. Et troisième élément, les émotions. Donc, c'est une alternative à la colonne vertébrale des histoires. Et c'est aussi un bon moyen de se demander, dans mon pitch, est-ce que j'ai trouvé le bon équilibre entre ces 3 pôles? Parce que très souvent, on a quand même une grosse tendance à rester vraiment dans les détails et à ne pas donner assez d'actions. Et après, quand on va dans les actions, on va très vite dans les actions et on donne très peu d'émotions. Ou alors, on fait du pur émotionnel, etc. etc. Donc, c'est un moyen d'envisager votre récit comme un système à équilibrer entre 3 pôles différents. Euh, le passage d'une fonction à l'autre, c'est-à-dire de l'action à l'émotion, de l'émotion au détail, du détail à l'action et inversement, génère de l'attention parce que il fait appel à différentes parties du cerveau. Et quand on passe de l'une à l'autre, on recapte l'attention du spectateur. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment à exploiter très régulièrement et à changer les 3 pointes du triangle dans son récit. Ce qui est assez intéressant, c'est que les émotions vont parler directement au cerveau limbique, au cerveau reptilien,
Les actions vont parler au cerveau rationnel, vont parler oui, au cerveau rationnel, mais on va dire au cerveau qui cherche à donner des justifications aux éléments, et les détails rassurent le cerveau rationnel. Donc, ce que je vous propose comme exercice, c'est de commencer à raconter une histoire et d'alterner entre les trois pôles. Donc, je vais le faire de manière orale et vous allez voir que je vais passer des actions aux détails, aux émotions. Donc, pareil, je vais raconter l'histoire pas d'un tigre cette fois-ci, je vais raconter l'histoire d'un pilote d'avion. Il était une fois un pilote d'avion qui s'appelait Hector. Il avait un beau pardessus marron et une tenue de pilote. Il avait des lunettes de pilote et son avion était un B-77, un avion de chasse reconditionné pour faire du transport aérien. Il partit au-dessus de l'Atlantique pour remettre au président des États-Unis une lettre urgente sur la situation en Europe. Cette traversée produisait en lui une émotion extraordinaire d'excitation. Il allait devoir traverser très vite cet océan qui était réputé pour n'être pas très clément. Il franchit le premier quart de son trajet en 1 heure seulement. Il était extrêmement rapide. Cela le rassura. Il était apaisé. À un moment, il sortit des nuages et vit une mer de nuages extrêmement calme. Il fit quelque chose d'extraordinaire. Il arrêta le moteur de son avion. Et là, l'avion vint se poser sur un nuage. Le nuage était solide. C'était un cumulonimbus qui faisait 3 km de long. C'était une véritable piste d'atterrissage dans l'air. Il fut extrêmement étonné. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si vous avez remarqué, j'ai alterné des phases où je donnais des détails très précis avec des actions, ce qui se passe, et enfin des émotions, des réactions à ce qui se passe. Donc, en faisant ça, on alterne les trois fonctions du récit. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise, en tant que comédien, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en improvisation, mais c'est aussi un moyen d'envisager son récit en trois pôles qui doivent trouver leur équilibre. Donc, je vous invite à le faire, à nouveau raconter une histoire sur un sujet de votre choix. Prenez un héros de n'importe quel domaine et puis commencez à raconter cette histoire en alternant bien entre les trois phases. Plus tard, on appliquera ça à un pitch. Donc, pour l'instant, c'est vraiment juste s'entraîner à raconter des histoires. Allez-y, et très bien, j'espère que vous avez pu faire cela. Vous avez mis la vidéo en pause et puis vous avez pu réaliser cet exercice chez vous. Je vous donne un dernier outil qui est assez utile quand on raconte une histoire, c'est d'utiliser deux outils que sont l'anecdote et la métaphore. Donc, quand vous êtes en train de vous raconter une histoire, laissez-moi vous raconter une histoire. D'ailleurs, moi-même, j'ai dadadi. Donc, quand vous êtes en train de raconter une histoire, vous pouvez, dans l'histoire, raconter une histoire qui vous est arrivée, un souvenir, un événement, une expérience, etc. C'est ce qu'on appelle l'anecdote. Et c'est très utile pour recapter l'attention. Et la métaphore, X et le Y du Z. Donc, je ne sais pas, mais on peut dire, par exemple, Ariel et la Rolls-Royce des lessives. Regardez, ces capsules vont extrêmement vite sur l'autoroute du nettoyage, etc. Et ainsi de suite. Et vous filez la métaphore. Et à chaque fois que vous introduisez un nouvel élément, vous le rattachez à votre métaphore initiale. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, nous les êtres humains. On aime bien qu'il y ait une forme de cohérence dans le récit. Donc, c'est deux outils pour créer de la respiration dans votre récit. Petit défi, prenez votre sujet de pitch d'hier, c'est-à-dire celui qu'on avait pris sur les sujets farfelus, et essayez de trouver une anecdote, n'importe laquelle, que ce pitch d'hier vous rappelle, et essayez de donner une métaphore également sur votre sujet de pitch d'hier. Allez-y.
Très bien. Alors, je propose de continuer. Maintenant, on va passer à un exercice pratique de pitcher avec le storytelling. Donc, je vais vous demander de choisir. Ce matin, on va partir d'un sujet personnel. Et cet après-midi, on ira plutôt dans du professionnel. Vous allez pouvoir choisir soit un hobby que vous connaissez, que vous aimez bien, que vous appréciez. Soit vous allez pitcher votre propre parcours personnel ou votre propre parcours professionnel. Vous allez faire ce qu'on appelle du personal branding. Vous allez raconter votre propre histoire. Ou un projet personnel que vous avez, retaper une maison, faire un tour du monde, un projet de famille, etc., etc. Choisissez la thématique voilà, de votre histoire et vous allez pouvoir utiliser les 3 outils de ce matin, que sont la colonne vertébrale de l'histoire, l'équilibre de l'histoire entre 3 pôles et éventuellement les anecdotes et les métaphores. Le challenge, ça va donc être pour vous de travailler sur votre propre matière, mais de la mettre dans un format d'histoire. Je vous donne un exemple. Si je le faisais pour moi, je pourrais dire: il était une fois un jeune homme qui a grandi en Polynésie française et tous les jours, il profitait de ce cadre exceptionnel pour aller dans la nature. Ce jeune homme, c'est moi. Je m'appelle Yann Parizeau. Mais un jour, j'ai dû quitter ce petit paradis pour aller faire mes études en France. À cause de ça, je suis entré en classe préparatoire. Et à cause de ça, j'ai découvert un univers extrêmement riche qui m'a amené jusqu'en école de commerce. À cause de ça, j'ai rencontré un ami à moi dont les parents travaillaient aux Nations Unies et je me suis intéressé à la solidarité internationale. Grâce à ça, j'ai pu réaliser un premier stage en banque et grâce à ça, j'ai découvert l'existence d'une structure qui s'appelait l'Agence française de développement, qui est une structure publique qui finance des projets dans les pays en développement. Grâce à ça, j'ai eu mon premier poste là-bas. Et à cause de ça, j'ai pu voyager de par le monde. Et grâce à ça, j'ai été extrêmement épanoui dans ma vie personnelle, ce qui m'a permis d'avoir une vie privée à côté où je faisais beaucoup de théâtre. Et à cause de ça, j'ai décidé de mettre ma vie en cohérence. Je suis devenu comédien professionnel. Depuis ce jour, je donne des formations qui mobilisent toute l'expertise que j'ai acquise dans ma formation en management et dans mon expérience de cadre bancaire international. Et je la mélange avec les outils du théâtre pour fournir des outils de soft skills aux employés des entreprises dans lesquelles je travaille désormais. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit storytelling de ma vie avec ces différents outils. J'aurais pu aller encore plus loin dans les émotions, dans les détails ou dans les actions. Là, j'ai principalement utilisé l'outil StorySpine. Là, je l'ai fait spontanément sans l'écrire au préalable. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre 20 minutes pour bien préparer votre pitch à vous et ensuite de le restituer en 3-4 minutes. Et voilà. Donc ça, c'est l'exercice de la matinée, c'est l'atelier storytelling. Allez-y, mettez la vidéo en pause, n'hésitez pas, et réalisez ce petit exercice. Voilà, j'espère que vous avez pu le faire. Maintenant, on va élargir sur les autres plans qui existent pour structurer son pitch. Alors, un pitch, c'est un petit discours. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'envisager d'élargir à la notion de discours et de proposer différents plans qui existent. C'est à vous. N'hésitez pas à commencer à y répondre. On vous en propose 5. Faites l'exercice chez vous d'essayer de les retrouver. Il y en a certains que vous connaissez, c'est sûr, parce que vous les avez croisés dans votre parcours scolaire, mais également professionnel, j'en suis sûr. Voilà. Donc, j'espère que vous en avez trouvé un ou deux. Je vais les révéler maintenant. Les 5 types de plans. Alors, il y a le premier type de plan, c'est le plan qu'on appelle constat, besoin, solution. Le deuxième plan, c'est le plan dialectique, très connu. Le plan chronologique, le plan moi, vous, nous, et le discours classique. Alors allons-y, découvrons-les un à un.
Le plan constat besoin solution, c'est très proche du plan qu'on vous a donné hier avec le why, what, who, when, where, le plan des 5 W. Seulement là, on est plus vraiment, on va passer beaucoup plus de temps sur la phase diagnostique, alors que dans le pitch, on va directement à la verbalisation du besoin. Donc, on va peut-être passer plus de temps à expliquer le contexte, à expliquer les éléments de diagnostic, la situation, etc. Puis, on exprime les besoins. Et enfin, on amène la solution. Donc, c'est très utile dans un pitch du type entrepreneur qui va chercher un financement, venture capitaliste. Voilà. Les battles de pitch qu'on trouve, si vous voulez, il y en a énormément sur YouTube. Vous tapez pitch startup et là, il y a des concours de pitch. Ou dans un cadre politique. C'est quelque chose qui se fait, qui fonctionne très bien. Deuxième type de pitch, c'est le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. C'est un peu plus nuancé dans le sens où on va vraiment explorer l'inverse de la solution qu'on propose. C'est plus dans un contexte philosophique, dans un contexte de choix de valeurs, de choix de posture, voilà, où on va être plus sur des choses philosophiques. Et il nous oblige à prendre en compte les forces et les faiblesses d'une position et de chercher à les dépasser. Donc on expose dans sa thèse ce qu'on propose. On expose la partie opposée, l'antithèse, la proposition opposée, et on cherche à trouver le compromis, la synthèse entre les deux, et de cette, on va dire, de cette dialectique, à retenir la substantifique moelle qui en ressort. Donc c'est un plan beaucoup plus nuancé et finalement qui demande de faire preuve d'empathie pour se mettre à la place de la position opposée. Alors vous avez déjà fait le raisonnement par vous-même au préalable et du coup vous présentez finalement votre cheminement intellectuel pour arriver à votre position finale qui est la synthèse. C'est assez compatible aussi avec un pitch narratif, un pitch storytelling, en disant au début, on avait exploré cette position-là. On s'est dit qu'on allait aussi explorer l'inverse. Et au final, ce qui en ressort, c'est donc ça peut aussi se corroborer, enfin, se compléter avec une posture narrative. Troisième type de plan, c'est le plan chronologique. Alors ça, c'est un plan très utile pour élaborer, pour détailler une problématique qui s'étend dans le temps, pour parler de faits historiques, par exemple pour parler de l'histoire de l'entreprise, l'histoire, les différentes étapes qu'on traverse PSA, les différentes étapes d'un projet. Notre projet commence en 79. Notre projet commence il y a 3 ans. Il y a 2 ans, voilà où on était. Il y a 1 an, on en était là. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ou il y a 6 mois, etc. On peut faire également passé, présent, futur. Dans 2 ans, voilà où nous en serons. Il faut vraiment se dire, c'est un déroulé du temps. Donc, il faut avoir des dates et des repères réguliers pour dérouler des faits, quoi. Le type de pitch suivant, c'est le pitch moi, vous, nous. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les entretiens ou les lettres de motivation. Je me présente, je vous parle de ce que je sais de vous et je vous dis ce qu'on peut faire ensemble. Quand je me présente, là, je parle de mon projet, de mon parcours, de ma légitimité, donc des thématiques qu'on a vues hier. Vous, je parle de ce que je sais de l'autre, de ce que j'apprécie chez l'interlocuteur, de ce que je valorise chez lui. Et enfin, je parle de ce qu'on peut faire ensemble et de comment nos deux postures peuvent se réunir et se retrouver. C'est l'idéal si on veut essayer de donner envie à la personne de nous rejoindre. Ça marche très bien dans une logique création d'une communauté. Rejoignez-nous, avançons ensemble. Nous, on est Apple. Vous êtes des créatifs. Ensemble, on va changer le monde. C'est vraiment
la démarche, en fait, la démarche plutôt de création d'un groupe, de signaler à son auditoire qu'on fait partie du même groupe. Et enfin, le dernier type de pitch, c'est le discours classique, introduction, argumentation, péroraison. Alors, le discours classique, il a été théorisé dans l'Antiquité. Il est basé sur les préceptes de Cicéron. Et il est encore d'actualité aujourd'hui. Et enfin, je vais vous le détailler, mais vous allez voir qu'en fait, ça ressemble énormément au pitch, à la méthode des 5W. Ça s'adapte à de multiples crises de parole et c'est souvent utilisé dans des concours d'éloquence. Alors, il y a trois grandes parties. L'introduction. Et il y a un terme qu'on utilise dans le discours classique qui est l'exorde. Et en fait, si vous regardez les textes classiques, c'est souvent une citation ou une question assez punchy. Donc, on retombe sur notre effet waouh. En fait. C'est notre effet waouh. On énonce le sujet et on fait un petit sommaire de ce qu'on va raconter. Ensuite, on rentre dans la phase argumentation. Et là, on rappelle les faits, on rappelle le contexte. Et on passe à la phase de confirmation. On donne une idée, un argument et un exemple. Une idée, un argument et un exemple. Et on déroule, et on déroule, et on déroule, et on déroule, et on déroule. Dans une idée, il peut y avoir un argument, un exemple A, un argument, un exemple B, un argument, un exemple C. On passe à l'idée numéro 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment idée, argument, exemple. Idée, argument, exemple. Argument, exemple, idée, argument, exemple, etc. etc. On a, avant de finir l'argumentation, la réfutation. On part des arguments adverses, on les anticipe et on les démonte. Donc, c'est vraiment une machine de guerre argumentative. Et enfin, on passe dans la phase de péroraison ou la phase de conclusion. On rappelle notre position. On explique la morale de notre position, pourquoi c'est une position morale. Et on finit sur une ouverture inspirante pour terminer notre argumentation. Donc voilà les 5 plans, les 5 ouvertures vers des plans plutôt de type éloquence, mais qui peuvent vraiment vous donner des billes et vous libérer si vous vous sentez bloqué dans la méthode des 5W. Et finalement, qui est assez en cohérence avec les méthodes des 5W et la méthode du storytelling. Seulement, c'est d'autres manières d'appréhender le discours et l'aspect de conviction. Pour finir, on va faire une petite étape analytique et d'ouverture. Ce qui compte pour nous, c'est que vous trouviez votre style. Alors, on a listé des adjectifs, là, voilà. Et on va regarder des pitchs. Et à la fin, je vous poserai les questions. Quel style, d'après vous, quel était le style du pitch qu'on a regardé? Alors là, on a mis lyrique, officiel, engagé, spirituel. On a mis russe aussi, américain, on pourrait mettre, négatif, avec un objet, positif, sérieux, personnel, enfantin, optimiste, etc. Tous les styles existent. Ce qui compte, c'est de trouver votre style. Donc, vous pouvez aussi vous lancer dans un pitch en vous disant « Tiens, et si j'étais optimiste ?» C'est à la fois une posture d'orateur, mais c'est à la fois une posture de contenu parce que si vous vous lancez dans l'écriture du pitch en vous disant « Je veux dégager un style optimiste », eh bien, ça va influencer le choix du contenu de votre pitch. Donc, n'hésitez pas à vous mettre ça comme un challenge. Vous pouvez aussi réécrire un pitch dans différents styles. Donc, c'est aussi un outil utile dans la phase de réécriture. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder différents pitchs qu'on a sélectionnés. On les regarde et on les débriefe. Et on les débriefe selon quels critères on va les débriefer selon le critère des 5W. Est-ce qu'il a utilisé les 5W? Du storytelling. Est-ce qu'il a utilisé le storytelling? Et de la posture de l'orateur. Quelle était sa posture d'orateur? Et à la fin, on se demandera, si on devait résumer ce style en un seul mot, qu'est-ce qu'on utiliserait? Donc, je vais lancer mon partage d'écran. J'ai besoin d'un instant. Alors, j'avais oublié d'avancer les différents slides. Donc là, c'est un rappel sur les différents styles. Et là, on va passer au premier pitch. Je ne vous en dis pas plus. Je vais le charger ici.
Et on va le regarder ensemble. Je fais un partage d'écran sur ceci. Hop. Attention, c'est parti. I'm so stressed out trying to plan all of life's celebrations. I mean, I got little Susie's graduation. I got Ted's birthday party. And of course, football season is coming back. I want to plan a tailgating party for that. I wish there was one easy solution for me to order all my party supplies, just as easy as booking an Airbnb. Wait, there is. Party on Demand is your one-stop mobile party supply shop, delivering the party to you in 1 hour or less. We deliver the 3 essential ingredients you need to wow your guests and have an incredible, memorable party. We deliver food, talent, and decorations right to your door. Bam! We make it happen easily with our partnerships from Uber Eats, Grubhub, and Postmates, delivering that tantalizing food that's yummy, yummy in your tummy. In addition to that, our friends over at Amazon Prime are hooking it up with our crazy curated party box that's delivered to your door. Plus, we have hooked up over 1,500 incredible talents of dancers, acrobatics, and even your own personal chef from Benihana, Takachi. That's It all starts with the box. Party on Demand has already partnered with over 35 of the world's largest companies and brands that's going to give you the cool thing. Think of Pinterest meets Etsy, delivered in your box and all exclusive right to your door. Oh man, it's going down. Our app is simple and easy to use. And in less than 5 clicks from your phone, your party is on. With over $251 billion in its licensing and rental industry, we know we're going to disrupt this marketplace because over 800,000 people celebrate their birthday in the U.S. alone every single day, not including over 500,000 people that just have a great social and celebration as well. With that, Party on Demand situates ourselves between the sweet spot of affordability and convenience. Now, our revenue model was simple. Nowhere, and I mean nowhere, can you find food, talent, and decor delivered to your door same day for the incredible price. Wait for it, $299. Ow! Make it want to shake something. We're asking for $1.5 million in exchange for 15% equity. This will give us a 15-month runway and yield approximately about $7.5 million. Party on Demand was inspired by my father, who passed away from cancer. But before he did, he said, son, celebrate life more often. Whether that's your job promotion, or getting an A on a test, or even crossing the street, celebrate life every single day. Now you don't have to stress no more, or wonder how to put on a really cool party and impress your friends. We can do it for you. I'm Big Willie G, the CEO of Party on Demand, and we're helping you, and your best friend sitting next to you to party on. So call us, and I'll see you at the party. Woo, woo, woo. Alors, je vais partager. Hop. Donc là, on a un premier pitch qui met une patate d'enfer. Le gars a une énergie folle. C'est très américain. Donc, moi, personnellement, posez-vous la question, quel mot vous utiliseriez pour décrire ce pitch? Là, c'est carrément énergie haute, frénésie, excitation. Moi, je mets américain, optimisme, etc. Très agréable à regarder. On a simplement, là, on retombe vraiment dans la logique de Merabian, où le physique et le paraverbal font tout le job, quoi. Je vous ai mis les sous-titres, mais même, on s'en fiche de ce qu'il dit, quoi. On a juste envie d'être avec lui et de passer une journée avec lui parce qu'il a l'air d'avoir une pêche d'enfer, quoi. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il utilise les 5 W? Oui, puisque son histoire, il commence en disant imaginez, vous êtes dadadi dadada, et c'est là que nous, on arrive. Donc il se met directement à la place du client. Il fait un shift dans sa cible, puisqu'en fait, à la fin, il s'adresse aux investisseurs en disant voilà qui on est, voilà notre expérience, voilà ce qu'on réalise, etc., etc. Donc en fait, il fait un décalage de cible au départ en partant du client et puis il retombe sur l'investisseur, c'est la personne à laquelle il s'adresse. Est-ce qu'il fait du storytelling? Oui, il en fait à plusieurs étapes. Il fait le storytelling de son client, il fait le storytelling de sa boîte et il fait du storytelling avec son père.
en racontant l'histoire de son papa qui lui dit célèbre la vie. Donc c'est la fonction anecdote, ou même tout simplement, il était une fois mon papa, un jour il est arrivé ça, et depuis ce jour, je fais cette expérience-là. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Posture de l'orateur, ben, excellente, énergique, voilà. Et congruence entre ce qu'il vend, c'est-à-dire la fête, et son corps, quoi. Donc c'est très puissant, quoi. C'est très puissant. Ça ne s'adapte pas à tous les contextes, à toutes les cultures. Je ne suis pas sûr qu'en France, ça passerait très bien, mais ça marche. Enfin, je pense que on regarde la réaction de la salle, elle est extrêmement forte. Et il a gagné le concours de pitch, donc voilà, ça se justifie. Deuxième pitch, je ne vous en dis pas plus à nouveau. Je vais changer de... Je vais vous remettre un partage d'écran. Attention, c'est parti. Donc, je vous rappelle les objectifs du débrief. Est-ce qu'il utilise les 5W plus effet waouh? Je n'ai pas débriefé l'effet waouh, mais on aurait pu le faire. Quelle est sa posture d'orateur? Est-ce que c'est congruent? Est-ce que il utilise du storytelling? Et enfin, comment qualifieriez-vous son style? C'est parti, je mets plein écran, je mets des sous-titres. Je pense que... Ouais, attendez, je vérifie, mais... Ouais, c'est bon. Ladies and gentlemen, I am delighted to greet members and guests of the General Assembly of the International Exhibitions Bureau. Russia has a long and rich experience of participation in the World Expo movement. We took part in the very first Universal Exhibition in London in 1851, and at the Paris exhibition in 1900. Our pavilion won the Calder Gold Medal and Grand Prix. But in all this time, Russia has not hosted the World Expo, not once. Surely, time has come to change this. So, we proudly submit our bid to host World Expo 2020 in Yekaterinburg, a dynamic and promising city. Our BIDS organizing committee has the full backing of the Russian government. We guarantee it will be a priority national project. We are going to build a massive state-of-the-art complex with a capacity to host 30 million visitors over the course of the event. We plan to allocate all the necessary funding for its construction. I am confident we shall welcome guests from 150 nations of the world with pride and dignity. Now, once again, I would like to make this very clear. Russia guarantees to fulfill the complete range of requirements set by the International Exhibitions Bureau. In particular, we are preparing a special program of support for developing countries. This will enable around 90 countries to freely participate in the expo, completely free of charge. I can assure you that our grand-scale plans for 2020 will be delivered if Yekaterinburg is given the honor to host World Expo 2020. Thank you for your attention, and I hope for your support. Waouh, intense. Je repartage. Tac, tic, tic, tac. Alors, moi j'adore ce pitch. Je le trouve génial. Si je débrief, je dirais que j'ai l'impression que si je ne valide pas sa décision, il va me tuer. Donc,
C'est aussi une méthode que vous pouvez utiliser, mais seulement si vous êtes Vladimir Poutine. Analysons les 5 W. Je pense qu'il y a un problème dans ce pitch qui est qu'on ne part pas de la cible, ou on n'a pas bien identifié la cible. Quelle est la cible de son pitch? C'est le comité décisionnel d'attribution de l'expo. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est ce qu'il fait plus tard. Il dit si vous nous choisissez, on va tout tenir dans les temps, on va faire en sorte que d'autres pays puissent participer, etc., etc., etc. Donc il les rassure. Mais il ne va pas du tout à l'émotionnel. Bon, c'est un peu normal peut-être. Voilà. Mais du coup, on a la rationalisation, mais sur aucune envie, aucun désir. Et même en fait, l'émotion que ça suscite, c'est plutôt de la peur. Parce qu'à un moment, au milieu de la vidéo, il dit en 150 ans, nous n'avons jamais reçu l'expo universelle. Cela doit changer. Donc on a un peu peur. Et donc c'est pas forcément, c'est pas inspirant. Voilà. Au niveau du non-verbal, alors là on est hyper intéressant, on est sur un non-verbal extrêmement figé. Voilà. C'est très rare, hein, mais c'est très statuo pour le coup. C'est très très statuo. Vous rendez compte, pour le coup, lui, on va pas l'embêter, quoi. Il bouge très peu. On sent que ça peut partir à tout moment. Donc c'est très très statuo. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que c'est congruent? Ça dépend. Si on est sur quelque chose d'assez officiel, donc on peut comprendre cette congruence, on peut comprendre la congruence de ce niveau-là, mais au niveau message qui est donné envie, il n'y a pas la congruence. Ça ne donne pas envie. Et enfin, par contre, il y a quelque chose qui se passe, c'est une des très rares fois où Vladimir Poutine s'exprime en anglais. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Et ça peut fonctionner. Quand la vidéo est sortie, il y a eu plusieurs articles qui ont dit première fois que Vladimir Poutine s'exprime en anglais, ou une des très rares fois où Vladimir Poutine s'exprime en anglais. Et ça a créé du buzz en fait. Donc à ce niveau-là, il y a une congruence dans le côté exceptionnel. Mais elle n'est pas totale, la congruence. Et dans le storytelling, bon, bah, il y en a très peu, quoi. Enfin, il fait un storytelling, il fait un plan plutôt chronologique au début, si vous voyez. Et il fait un storytelling assez léger, parce qu'on ne sait pas trop qui est le héros. Le héros, c'est la Russie. Alors que le héros, ça pourrait être le participant à l'expo, quoi. Imaginez toutes ces personnes qui n'ont jamais découvert la Russie, qui sont fascinées par elle. Ils vont vivre une expérience extraordinaire en venant en Russie. Nous, la Russie, mais il n'attaque pas avec le bon héros, je pense. Mais c'est un pitch assez fascinant, je trouve, qui, même s'il ne respecte pas toutes nos consignes et donc il ne fonctionne pas d'un point de vue pitch, d'un point de vue événement, d'un point de vue singularité, il fonctionne. Donc ça, c'est intéressant. On va passer au pitch suivant. Je vais récupérer l'adresse et je vais vous partager mon écran. Attention. Ah, et comment on définirait le pitch de Poutine? Moi, j'ai mis russe. C'est pour ça que j'avais mis russe dans les bullet points. Allons-y. Nouvelle vidéo. Tac. Partage. OK. C'est parti. Mon nom est Emmanuel Chila. Mais la force de mon projet réside dans un mot. Dunkerque. Eh oui, je viens de tout en haut. Mais c'est pas Dunkerque en soi. J'aime ma ville, c'est important. Mais ce que j'aime, c'est les talents qu'il y a à l'intérieur. Des passionnés, des graphistes, des étudiants, des employés, des mamans au foyer. Plein de talents qui ont des micro-communautés. Donc c'est cool, malheureusement on ne les connaît pas.
C'est un peu gênant en fait. Plein de communautés qui seraient intéressantes de mettre ensemble pour pouvoir communiquer, pour avoir plus de poids. Parce que quand on habite à Dunkerque, c'est un peu difficile. Donc qu'est-ce qu'on a créé? Un projet qui mettait tout le monde ensemble. Un projet humain, mais numérique. Un blog. Et on a essayé de trouver un nom vraiment compliqué. X, Y et Z. Au moins, on se dit que les gens vont retenir. Mais il y a un principe de génération derrière aussi. Ce projet est simple. Donner à tout le monde l'opportunité de pouvoir se mettre en avant. Et faire aussi, d'un point de vue humain, rencontrer les gens, créer un réseau, faire de l'échange, du partage, comme mon collègue, un peu la même chose, dans le même principe, et réussir à créer une émulation, une jouissance intellectuelle sur tous les sujets. On est plutôt content. On l'a créé depuis 6 mois, on a 300 000 visites. J'essaie de donner ma joie un peu quand même. D'accord? On a fait un clip, Happy, 170 000 vues. On était heureux. Les gens sont créatifs, les gens sont ensemble, et c'est ensemble en général qu'on fait les plus belles choses. Ce qui se passe, c'est quand vous avez plus de 80 collaborateurs, vous avez 80 cerveaux. Et quand vous faites une réunion avec 80 cerveaux, je peux vous dire que vous avez plus de 80 idées. Mais il y en a une qui a retenu notre attention. C'est simple. Je n'ai pas mon téléphone, mais c'était ça. Une application mobile. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est fait un peu comme tout le monde. Non. Notre application mise sur 2 mots importants. Le partage et l'échange. On va mettre notre contenu. Tout ce qu'on écrit, c'est super. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'aller chercher les autres. On aime Dunkerque, mais j'adore Lille. Hein. Et puis j'aime bien Valenciennes aussi. Et puis j'aime bien les autres villes que je ne connais pas qui sont dans la salle. D'accord? Donc on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de créer une application participative et en même temps collaborative. C'est un peu les 2 mêmes mots, mais pourtant c'est différent. Pour nous, c'est différent parce que chaque expérience qu'on veut donner sur cette appli, on a besoin que ce soit les gens qui la proposent. L'application n'a pas été créée par moi, ni par un des autres membres. Elle a été créée par 80 personnes. Et elle va s'intensifier avec toutes les personnes qui rentreront dedans. Maintenant, vous savez qu'un projet comme ça ne se fait pas tout seul. On a des graphistes, on a des développeurs, mais il faut ce qu'on appelle un peu d'argent. Et pour avoir de l'argent, c'est là que j'ai besoin de vous. Merci. Alors, comment je fais? Comme ça. Tac. Je repartage mes slides. Alors là, on a un pitch, je ne sais pas comment le qualifier, comment vous le qualifieriez. Moi, je dirais sympathique. On avait mis un peu enfantin aussi, naïf, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens candide. Voilà. Je me présente à vous. Voilà, je suis très simple. D'un point de vue authenticité, je pense que ça fonctionne très bien. On a envie de l'aider. Maintenant, la congruence, très étonnant qu'il nous parle de partage, mais en fait, il est un peu tout seul. Peut-être qu'il aurait pu ramener des gens, je ne sais pas, ou mettre un slide avec 80 personnes, etc. Les 5 W, il n'identifie pas vraiment sa cible. Il liste, mais peut-être parce que sa cible est très grande, mais est-ce que sa cible, c'est les investisseurs ou est-ce que c'est les utilisateurs de l'application? Ou est-ce que c'est lui, son histoire et donner envie de l'aider lui? Je pense que sa cible n'est pas très claire. D'ailleurs, à la toute fin, il fait un shift en disant bah voilà, vous êtes les investisseurs, donnez-moi de l'argent, j'ai besoin de vous. Donc là, à ce niveau-là, on n'est pas très clair. Après, les autres étapes, what, why, etc., elles sont un peu plus claires. Par contre, il fait pas mal de storytelling en parlant de lui, de son histoire, de ce qu'il a fait, etc. Moi, là, je pense qu'on a un pitch intéressant parce que il est assez singulier dans l'attitude. C'est vraiment la posture de l'orateur qui fait tout. Un peu comme le premier pitch. Hein. Même si on décortique le premier pitch, il est beaucoup plus structuré, beaucoup plus, enfin, pas intelligent, mais malin. Celui-là est un peu plus déstructuré. Il part un peu dans tous les sens. À chaque fois, il y a un nouveau mot qui arrive. Participatif, collaboratif, échange, partage, enfin, etc. Donc, ça fait beaucoup de redites finalement, mais sans vraiment marteler un fil conducteur. Donc, moi, je le trouve un peu décousu, mais très positif dans la posture de l'orateur qui fait beaucoup, en fait, qui donne envie de travailler avec lui. Voilà. Dernier pitch qu'on va analyser.
Je vais récupérer la vidéo. Tac. C'est parti. Bonsoir à tous. Je suis ravie de partager avec vous ce qui me tient à cœur. Le droit face à la torture. Un soldat ou un traître. Je suis persuadée que ce titre vous choque, mais c'est bien dans son explication que réside tout l'intérêt de mon sujet. Je commencerai par vous poser la question suivante. Qu'est-ce que la torture? Est-ce la flagellation jusqu'à la mort? Le viol? La négation de l'autre? Est-ce une mort lente? Mourir d'aimer ou du simple fait de ne pas exister aux yeux de l'autre? Est-ce une destruction morale de l'âme ou une démolition physique du corps? Un mal absolu à éviter ou un moyen admissible pour extorquer la vérité? Oui, la réponse semble tellement évidente à nos yeux, mais elle ne l'est pas aux yeux du droit. Les faiseurs de loi ont été incapables de définir la torture. Vous rendez-vous compte qu'un fait aussi terrible que la torture pourrait à tout moment passer inaperçu aux yeux de la justice du seul fait qu'il ne soit pas défini? Le juge pourrait décider que votre souffrance n'est pas si grave pour être qualifiée de torture. Et prouvez-lui le contraire si vous le pouvez. L'enjeu est crucial. Il s'agit de vous, de moi, de nous, de la personne humaine en général. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que le droit à votre avis? N'est-il pas un ensemble de lois claires et précises qui doivent être appliquées par le juge afin de nous protéger? Mais alors, si ces lois n'existent pas, sur quel fondement le juge pourrait-il rendre sa décision? Sur sa propre conviction? Aussi prudente que soit la justice, aussi rationnelle et méticuleuse que soient les hommes et les femmes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. Le 30 janvier 2020, la France, le pays des droits de l'homme dans toute sa splendeur, a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi? Pour torture et traitement inhumain ou dégradant au sein de ses prisons. Une société se juge à l'état de ses prisons, comme l'a si bien dit Albert Camus. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un état libéral où tout ce qui n'est pas interdit est permis et où l'absence de critères définis ou à tout le moins définissables pourrait bien innocenter un coupable ou condamner un innocent. Je tenterai dans ma thèse de rechercher des solutions concrètes pour réduire le risque d'arbitraire du juge face à la torture et pour que le droit puisse réaliser sa véritable mission de défense. La tâche est délicate, mais c'est aussi un noble défi à relever. Le droit face à la torture. Un soldat ou un traître? Je vous laisse juger. Merci. Ok. Et donc là, on termine avec une dernière présentation qui est nous, on la qualifie plus de lyrique, d'engagé. Je vais aller direct sur la posture de l'orateur. Il y a vraiment une congruence entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ses émotions, etc. Après, le point d'amélioration qu'on peut voir, c'est les appuis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle n'est pas stable sur ses appuis. Donc, ça fait un petit mouvement de va-et-vient qui, à mon avis, lui fait perdre quelques éléments, enfin quelques points d'impact. Et si vous écoutez bien ce qu'on a appelé donc, les points cardinaux de la déclamation, oui, c'est ça, il y a une petite musique. Nanana, 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 nanana. Et ça crée une monotonie, malheureusement. Je pense que ça, c'est vraiment le point sur lequel je peux pinailler. Mais sinon, pour tout le reste, est-ce qu'on a les 5 W? Oui, je pense que oui, parce qu'elle s'adresse à nous en tant que citoyens. Et elle dit en tant que citoyen, ma problématique vous concerne tous. Et on se sent concerné. Elle fait du storytelling, elle raconte des anecdotes précises et elle raconte
comment son intervention s'insère dans une histoire, en fait. Donc, il est très, très bien, ce pitch. Je le trouve très puissant. Et c'est intéressant de se dire qu'aussi, que le pitch ne sert pas seulement à vendre des produits, il peut aussi vendre des idées, il peut aussi convaincre, il peut aussi être sur des notions d'intérêt général, etc., etc. Donc voilà. On arrive à la fin de notre matinée. Merci pour votre attention. Ce que je vous laisse là-dessus. On se retrouve cet après-midi pour notre dernière étape, qui est la mise en pratique. On verra, on va beaucoup pratiquer. Et aussi, on va se poser la question des supports qui peuvent, support PowerPoint principalement, qui peuvent venir appuyer notre pitch. Donc, merci à tous. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un bon midi, une bonne pause et à tout à l'heure.